جميل في الامر انه اليوم الافتتاح ديال الدوره جات مع اطلاق احد الاقمار الصناعيه. اذا لا يمكنني ان اجدد الترحيب بالحضور الكريم. لنا بعد قليل عرض حول الكويكبات مع الاستاذ. اذا اجدد الترحاب بالحضور الكريم مره اخرى. اعطي نبذه صغيره عن الاستاذ عبد الرحمن إبهي. هو ابن مدينه البيضاء، الحاصل على شهاده دكتوراه بجامعه فرنسيه، ايضا حاصل على دكتوراه الدوله بجامعه بنزور باكادير في علم البراكين. سرعان ما غير وجهته من الاحجار الجيولوجيه الارضيه الى تلك النيازك القادمه من الفضاء. تمكن بقياده زملائه في المختبر العلمي لدراسه اللورات والمعادن بجامعه بنزور باكادير. ايضا إبهي خبير النيازك المغربي ورئيس قسم علم فلك ومؤسس متحف نيازك بجامعه بنزور باكادير. ايضا الاستاذ عضو وفاعل في عده منظمات دوليه وله عده تقارير علميه حول علم الفلك. اذا هذا ما يمكن ان اقول عن الاستاذ إبهي، واعطيه الكلمه في اطار عرض حول الكويكبات، فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا. Alors, notre petite conférence, un exposé de une demi-heure, je vais parler des astéroïdes. Donc on va parler un petit peu d'astronomie. Alors, le titre c'est À la rencontre des astéroïdes, donc j'ai une demi-heure pour parler de ces monstres. J'appelle monstres. Monstres, c'est un danger pour les terriens, pour les habitants de la Terre, et la majorité des Marocains ne le savent pas. C'est ça le problème, ils ne le savent pas. Donc on va essayer, on va faire conférence débat. Je vais passer quelques diapositives, et si vous avez des questions, on va les discuter ensemble. Il y a l'Ustad Deuzi, qui est l'Ustad Khairi, qui est l'Ustad Ouknin. قال نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة متعلقة إما بالفلك أو les astéroïdes ou النيازك. Alors, si vous tapez le mot astéroïde sur Google, vous aurez plein d'informations. D'informations que la semaine dernière, il y a un astéroïde qui a frôlé la Terre. Avant-hier, un astéroïde qui a passé à côté de la Terre. La NASA essaie de dévier un astéroïde en octobre 2017. Ils ne le savent pas. La majorité des Marocains, ils ne savent pas qu'il y a des roches, des grands blocs qui passent à côté de la Terre. Et il y a un risque de collision. Alors, c'est pour ça qu'il y a une journée d'astéroïdes. C'est le 30 juin, c'est une journée internationale d'astéroïdes. Il y a plein de gens nobles, je considère nobles, qui ont peur de perdre cette terre. Ils ont construit une association mondiale. Il y a des présidents, il y a des chanteurs, tout ce que vous voulez. Ils ont pris comme 30 juin, c'est la journée d'astéroïdes. Et le musée, le 30 juin dernier, on a participé par des conférences, moi et M. Khairi, on a participé par des conférences et des visites et observations du ciel. Alors, un peu d'astronomie. Alors, pour comprendre l'astéroïde, je vais revenir un peu en arrière pour l'astronomie. L'astronomie, c'est, comme il a dit la mademoiselle, c'est le père des sciences. C'est la science la plus ancienne. Il a commencé avec l'homme. L'homme, le soir, il n'y avait pas d'électricité. Le soir, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le ciel, les étoiles. Elle essaye de comprendre qu'est-ce que se passe là-haut. C'est l'astronomie. Alors, donc, on va commencer avec Aristote, 384-322. Lui et ses collègues, ils parlent de géocentrisme. Géocentrisme, c'est-à-dire que la Terre est au centre du monde. C'est-à-dire la Terre et toutes les étoiles et les planètes tournent autour de la Terre. Puis après, on a Nicolas Copernic qui a corrigé en 1473-1543 et avec Galilée, ils ont parlé de héliocentrisme. Hélios, c'est le lieu du soleil. Donc ils disent non, c'est pas la Terre qui est au milieu du système, c'est le soleil. Et après, il y a Edwin Hubble, il a trouvé des choses très très importantes. Il a beaucoup avancé l'astronomie. Hubble, c'est un astronome américain, 1889-1953. D'ailleurs, vous regardez un timbre postal de Tchad. Donc il est très connu, mais malheureusement il n'est pas connu au Maroc. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Tous les astronomes disent que
il n'y a pas histoire de l'astronomie. L'astronomie, elle est créée comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, quoi? Elle est statique. Les étoiles, ils bougent n'importe comment. Hein? C'est vrai, les étoiles tournent autour du soleil, mais les autres étoiles, ils nagent, si vous voulez. Mais lui, non. C'est vrai que les étoiles bougent n'importe comment, mais les galaxies, c'est les milliards des étoiles qui sont regroupées en amas, c'est eux, ils ont un mouvement bien défini. Hein? Donc, il a trouvé qu'ils s'éloignent les uns des autres, et il a parlé de l'univers en expansion. Donc, notre univers, il est en expansion. Et on gagne le temps et l'espace. Hein? Donc, c'est une découverte très très importante. Il y a un début, et il va se prolonger, à un moment il devient très froid et il va disparaître. Alors puis maintenant, on parle de multivers. On ne parle plus de l'univers. Hubble et tout ça, il parle de l'univers. Dans les revues très récentes, notre séance 2017, il parle des grades d'univers. Donc on ne parle plus maintenant qu'il y a un seul univers, un seul vers, mais multivers. Mais ça c'est une autre histoire très compliquée. Alors, pour comprendre un petit peu les astéroïdes, je vais revenir sur notre univers. Ça, ce ne sont pas des étoiles, ce sont des galaxies. Chaque tache blanche ou jaunâtre, c'est une galaxie. C'est quoi une galaxie? Une galaxie, c'est des milliards d'étoiles. Ce sont des étoiles, des milliards et des milliards d'étoiles qui sont regroupées, hein, sous forme de galaxies, et on a des formes de galaxies différentes. Notre galaxie où nous habitons, là, c'est une galaxie Whirlpool, ou tourbillon. Whirlpool, c'est très connu, c'est M53. Mais le galaxie très connu, c'est notre galaxie, c'est la Voie lactée. La Voie lactée, de l'Utbena, l'Arabia. Milky Way, en anglais. Acide nitrène. Alors, acide nitrène, c'est quoi? C'est c'est des étoiles qui sont tellement regroupées, elles sont claires, blanches, et on a l'impression que c'est carrément un web lacté, de lait. Alors, donc c'est spiral, c'est des milliards et des milliards d'étoiles, et si on choisit une étoile dans cette ramification, une étoile jaune, c'est notre étoile à nous, c'est le Soleil. Hein? Alors, on va augmenter l'observation, on va voir qu'il y a des planètes autour de cette étoile. C'est le système solaire. Alors, le système solaire, il est formé par notre Soleil. Pardon, je vais expliquer comment ça se forme d'abord le système solaire. Alors, le système solaire, avant, c'est une nébuleuse. Il y avait de la poussière et du gaz. Ils vont regrouper par accrétion, par des forces mutuelles entre les objets. Ils vont attirer. Et comme ça, on aura un nuage qui va être aplati par des forces. Et à un moment donné, à peine de plusieurs forces, je ne vais pas discuter de ça, c'est la physique, il y a l'allumage du soleil. On a le soleil au milieu allumé et un disque, on appelle disque écliptique, de poussière et de gaz. Vous comprenez? Donc il y a le soleil qui va être allumé par des ondes de choc qui vont passer, qui vont comprimer le protosoleil. Le soleil va être allumé, mais il va laisser beaucoup de poussière, hein, tout autour. Cette poussière, par des forces de Van der Leest et des forces de gravité, ils vont regrouper le soleil, et la poussière va se regrouper pour donner des planètes. Et comme ça, on aura un système. Le soleil, il est au milieu, l'étoile, entouré par des planètes. Notre système, il est formé par 8 planètes. Le soleil, il est au milieu, entouré par 4 planètes telluriques rocheuses, Hajariya, Saghira, Skhuna, donc les volcans de Chine. Et après, on a 4 planètes géantes gazeuses. Hein, et entre les planètes telluriques et les planètes gazeuses, on a la ceinture d'astéroïdes. Donc les étudiants de la géologie, ils comprennent bien le phénomène. Alors la ceinture d'astéroïdes, c'est quoi? C'est une planète ratée qui n'a pas pu se regrouper, elle est restée sous forme de morceaux, des blocs. C'est les astéroïdes. Et c'est le danger pour la Terre. Donc on a une ceinture d'astéroïdes, c'est des milliers. On a compté plus de 350 connus. Et il y a plein qu'on ne connaît pas encore. Donc 350 000 astéroïdes, hein, qui sont autour entre Mars et Jupiter. Donc, dans ce système, on a, lorsque la chose est petite qui vient de l'espace, hein, du système solaire vers la Terre, que la taille est inférieure à 1 mm, on appelle ça micrométéorite. Micrométéorite, ce sont des petits objets qui tombent, parfois on ne peut pas, comme la poussière.
il y a des temps, donc monsieur Khairi travaille sur ce domaine de micrométéorites. Si la taille elle est comprise entre 1 mm et 10 mètres, c'est une météorite. C'est ça qu'on va voir tout à l'heure. Ce sont des morceaux d'astéroïdes et de Mars et de la Lune. Alors, la taille entre 1 mm et 10 mètres, c'est une météorite. Mais lorsque la taille dépasse 10 mètres, alors là, c'est une astéroïde ou comète. Ça là, c'est très dangereux. Lorsqu'il est petite comme ça, donc c'est un cadeau de Dieu pour les scientifiques pour étudier le système solaire, mais lorsqu'il est grand comme ça, des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres, une fois qu'il dépasse 10 kilomètres ou 10 mètres, ça y est, c'est très dangereux. Alors la différence entre astéroïdes et comètes, c'est le même matériau, sauf que les astéroïdes, ce sont des roches avec la poussière, et là, ce sont des roches, la poussière, avec la glace, parce qu'ils viennent de loin. On va voir tout à l'heure. C'est ça. Donc le système solaire, on a le Soleil, on a les planètes, et entre Mars et Jupiter, on a la ceinture d'astéroïdes. Et juste après de la ceinture d'astéroïdes, on a Frostline, la ligne de gel. Derrière cette ligne, tout est gelé. C'est le froid total. Et à partir du Soleil à cette ligne, il fait chaud. Donc les roches qui viennent derrière Frostline, ce sont des rochers qui sont, si vous voulez, chaudes, hein, des roches chaudes, ce sont des météorites ou astéroïdes. Mais il y a une autre ceinture, appelée ceinture de Kuiper, elle est très loin, c'est derrière toutes les planètes, il fait très froid, on a de la glace mélangée avec les roches, c'est les comètes. Donc c'est ça la différence entre comètes et astéroïdes, c'est la même chose, sauf que les comètes, elles viennent de loin, donc d'un milieu très froid. Alors, donc l'homme, il a analysé les astéroïdes, et surtout les Américains, maintenant présents, en 2014, 12 novembre, ils ont envoyé la sonde Rosetta. Elle est déposée sur Chury, comète, et il a analysé. Il envoie les analyses. Donc on comprend bien. Les scientifiques savent c'est quoi un astéroïde, et c'est quoi une comète. Donc on a les analyses de toutes ces roches. Alors donc on peut les classer en 3 catégories, les astéroïdes. Astéroïde N, métallique, c'est du fer. Hein, du kilomètre que du fer. Métal, fer, nickel. Les astéroïdes S, c'est silicatés, ils sont formés par des minéraux qu'on retrouve sur la Terre. Ce sont des silicates. Et on a des astéroïdes type C, c'est carboné. Ces astéroïdes formés par du carbone, vous savez, le carbone il est très important, c'est l'origine de la vie, parce qu'on trouve de la matière organique, et on trouve le diamant. Le diamant, le carbone, avec les chocs, hein, se transforme en diamant. Donc là, c'est très recherché par les scientifiques. Alors là, c'est une photo instantanée du système solaire. Alors, tous les points verts, ce sont des astéroïdes. Vous voyez, un encombrement total. Alors, les astéroïdes verts, les points verts, on peut les appeler astéroïdes gentils. Ils ne sont pas méchants. Parce qu'ils tournent autour du Soleil, entre Jupiter et Mars, sans problème. Mais de temps en temps, il y a des astéroïdes qui sortent de cette orbite. C'est les points rouges et jaunes. Les points rouges, ce sont des géocroiseurs. Astéroïdes, géocroiseurs. C'est-à-dire que c'est un astéroïde qui est sorti de son orbite et il touche l'orbite de la Terre. Donc tôt ou tard, il va entrer en collision avec la Terre. C'est comme ça qu'on donne des noms, hein, et on les suit. Il y a des laboratoires spécialisés qui suivent ces monstres. Parce qu'un jour, ils peuvent entrer en collision avec la Terre. Donc là, il n'y a pas que des astéroïdes qui viennent de système. Regardez ici, donc en 2017, 19 octobre, il y a un astéroïde qui est venu perpendiculaire à notre système. Le système ici, c'est le plan écliptique. Tandis que celui-là, elle est venue perpendiculaire. Au début, ils ont donné le nom C de 2017, ils ont cru que c'est une comète. Une semaine après, ils ont changé le nom à astéroïde 2007. Donc en 2007, un astéroïde de milliers, je peux dire milliards de tonnes de fer, qui est venu d'ailleurs, qui est venu dans notre système solaire, peut-être dans notre univers, il est en dehors de notre système, et il a entré dans notre système, il a fait le tour autour du Soleil, et il est sorti, il est parti. Donc,
Si on n'a pas de chance, on peut d'ailleurs, vous voyez, ils peuvent entrer en collision avec un autre qui passe. Donc c'est un phénomène très dangereux, les astéroïdes, c'est un phénomène très dangereux, à faire attention. C'est pour ça qu'il y a une association internationale pour faire pression sur les politiciens, sur les décideurs, pour trouver une solution, pour donner de l'argent aux gens qui travaillent sur l'astronomie, pour protéger la Terre. Alors donc, plusieurs astéroïdes, même orbite, on a des collisions. Donc un astéroïde rentre en collision avec un autre astéroïde, soit il va libérer des morceaux, et à ce moment-là, on aura des petites météorites, c'est bien. Lorsqu'une météorite tombe sur la Terre, c'est un cadeau de Dieu pour étudier Mais parfois, cet astéroïde va sortir de son orbite et il va devenir très dangereux pour la Terre. Donc là, lorsqu'il va sortir de son orbite, il va, n'espérons pas bien, il vient heurter la Terre et il a beaucoup d'énergie. C'est l'énergie cinétique, l'énergie en mouvement. C'est quoi? C'est E mc carré d'Einstein. L'énergie, c'est E, la masse, avec la vitesse au carré. Or, la masse, lui, sa densité, parfois il arrive à 8 grammes par centimètre cube. Et les roches terrestres, c'est 2,7 grammes par centimètre cube. 3 fois lourd par rapport à les roches terrestres. La vitesse, la moyenne, la vitesse moyenne, c'est 40 km/s. C'est 140 000 km par heure. Allez calculer l'énergie. Donc il libère beaucoup d'énergie, on va voir tout à l'heure, et entraîne la disparition des espèces carrément. C'est très dangereux comme phénomène, et ça il est lié à EMC carré. La vitesse elle est très très grande, et la masse elle est très grande, donc beaucoup d'énergie. Alors donc il laisse des cicatrices sur la Terre et sur d'autres planètes. On les appelle cicatrices ou astroblèmes, astro espace, blême, blessure, ce sont des blessures d'espace. Alors, au cratère d'impact. Donc, on les trouve sur la Terre. On a maintenant 188. Donc, on a découvert quelques-uns au Maroc. Donc, on a sur la Terre, on a 188 cratères d'impact. Parce que la Terre, elle est vivante. Donc, ça s'efface. Donc, vous voyez, regardez la Lune, surtout la face cachée. La Lune a 2 faces. Face cachée, qu'on ne voit jamais. Une face qui est à côté de nous, on peut le voir. Regardez la face cachée, elle est criblée. Lorsque j'étais étudiant, ils nous ont dit que ce sont des cratères volcaniques. Il n'y a pas de volcan sur la Lune. Ce sont des cratères d'impact. Donc, regardez le nombre d'impacts qu'il a subi et qui a protégé la Terre. S'il n'y a pas, ces impacts vont aller vers la Terre. Même sur les astéroïdes, on trouve les cratères d'impact. Ça, c'est un astéroïde appelé Aïda. Voilà, regardez, il y a plein. Les autres planètes, plein de trous. Donc, c'est un phénomène qui existe et est très dangereux. Donc, Schmecker et Levy, ce sont 2 amateurs astronomes, ils ont beaucoup de chance. En regardant une soirée de juillet 1994, ils ont pointé leur télescope sur Jupiter. Et ils ont filmé directement un impact sur Jupiter. Donc, on a un film qui montre que directement, on a un impact d'une comète sur Jupiter et les traces sont encore là. Vous avez plusieurs cratères d'impact sur Jupiter. Donc si on a la chance qu'on va voir Jupiter, on va voir l'observation apparemment le vendredi soir, on peut voir même avec les jumelles, on peut voir ces cratères qui étaient formés en 1994. Les astéroïdes qui rôdent autour de la Terre, qui est un danger. Ils ne sont pas en sécurité 100%. Alors, donc, je vais raconter les astéroïdes. On a l'histoire de la Terre avec les astéroïdes. Alors, première rencontre est très important, c'est, vous savez, la Terre a 4 milliards 600 millions d'années. 4 milliards 600 millions d'années. 6 millions d'années après, il y a un impact, un astéroïde, de la taille de la planète Mars, il a heurté la Terre. Elle est entrée en collision avec la Terre. Oui, c'est très dangereux. De la Lune. Lorsqu'on a cet impact, tous les jets, les débris qui étaient libérés, ils vont retenus par les forces gravitationnelles de la Terre, ils vont rester dans le plan écliptique, et à la fin, avant, la Terre, il n'a pas de Lune. Mais après cet impact, la Terre, maintenant, il a une Lune, et vous savez, la Lune joue un rôle très important. Donc, il y a des études scientifiques.
beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites sur la Lune, la naissance. Lorsque j'étais étudiant, ils disent non, c'est un astre vagabond, c'est une collision. Mais maintenant, nous sommes sûrs qu'elle est due à une collision. Hein, et même l'étude la plus importante, c'est que lorsqu'on va étudier les isotopes d'oxygène au 17, au 18, on va trouver que les autres roches extraterrestres, elles sortent de la ligne de partage de la Terre, tandis que la Lune tombe sur la ligne de partage. Elle ne tombe pas sur la patate de la Terre, mais elle tombe sur la ligne de partage, c'est-à-dire il y a la Terre et il y a autre chose. Donc c'est un impact. Vous savez que la NASA, en 2003, elle a envoyé Opportunity sur Mars, et en 2011, elle a envoyé Curiosity. Alors, 2 sondes pour analyser Mars. Les 2 sondes, hein, en 2011 et en 2016, ils ont trouvé des roches terrestres sur Mars. Ce sont des météorites, hein, ce sont des roches terrestres hein, qui se trouvent actuellement sur la planète Mars. L'explication, c'est qu'à un moment donné, la Terre a subi un impact important. C'est-à-dire les débris de la Terre, ils sont partout dans le système solaire. Donc ça, c'est un argument, un autre argument, que la Terre a subi des impacts très très importants. Alors, la Terre, cette collision, elle est importante pour plusieurs choses. La première chose, elle a entraîné l'inclinaison de la Terre. On appelle ça obliquité. Obliquité. Elle est très importante, cette obliquité. Avant, la Terre, elle était comme ça, elle vache. Hein. Maintenant, ça y est, elle est oblique entre 21 et 24 degrés. Et ça, c'est très important pour la Terre, les habitants, c'est les saisons. Si la Terre, il n'est pas l'axe de la Terre, il n'est pas incliné, il n'y aura pas de saison. Et vous savez, les saisons, c'est très important pour l'agriculture, tout ça. S'il n'y a pas de saison, il n'y aura pas d'agriculture. Hein, il y aura des savanes. Deuxième chose, que cet impact est là, l'existence de la Lune à côté de la Terre, il a stabilisé l'axe. S'il n'y a pas cet astre, la Lune, la Terre va flotter entre 60 et 20 degrés. Donc le pôle Nord, à un moment, il sera là. 6 mois après, 3 mois après, vous aurez le pôle Nord ici. Donc il y a une fluctuation, un gradient thermique très important, changement climatique très important. L'homme, il ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre dans ce changement comme ça. Donc la Lune, hein, comme Mars maintenant, il a 2 lunes, mais des petites lunes. Hein, elles n'ont pas beaucoup d'influence, donc il flotte. L'axe de Mars, il flotte entre 20 et 60, et ce n'est pas habitable pour l'homme. La chose la plus importante, peu de gens la connaissent, c'est qu'au moment de cette collision, l'astéroïde Théa, il a posé le fer à l'intérieur de la Terre. Ah, c'est une publication scientifique de l'université de Harvard. C'est-à-dire, au moment de la collision, hein, vous suivez la couleur bleu et vert, au moment de la collision, on a des débris tout autour, mais le bleu et le vert étaient injectés à l'intérieur de la Terre, et comme ça, on a un noyau grand, très grand pour la Terre. Si on compare les noyaux de la Terre avec les autres planètes, notre Terre a un noyau plus volumineux. Et ça, parce qu'ils sont formés de la même façon. Donc ça, il n'est venu qu'une collision. C'est une explication, encore, qu'il a subi une collision. Et ce noyau de fer à nickel, il est très très important. Un peu de gens le connaissent. C'est un noyau qui est formé par là. On a la croûte, on a le manteau, et on a le noyau ferreux. Le premier est là, le noyau externe, il est plastique, liquide plastique, et le noyau interne, il est solide. Et le solide, hein, le mouvement de solide à l'intérieur de liquide, ils vont créer le magnétisme. Et on a un bouclier magnétique. Un bouclier magnétique très très important. S'il n'y a pas de bouclier magnétique sur la Terre, il n'y aura pas de vie. Parce que le Soleil, il libère le vent solaire. On a un vent solaire. Et c'est quoi le vent solaire? Ce sont des paquets d'énergie à haute énergie. À haute énergie, donc ils cassent tout. Toutes les molécules. Donc toutes les molécules organiques vont être cassées. Alors qu'est-ce que Dieu veut? Que pour protéger la Terre, on a ce noyau volumineux qui a créé ce magnétisme. Et comme ça, le vent solaire va être élargué, hein, et il ne va pas toucher la Terre. Ce n'est pas le cas de la planète Mars.
la planète Mars, il a un petit noyau ordinaire comme les autres planètes, et il est rapidement refroidi, et il a perdu son bouclier, et comme c'est le vent solaire, il a arraché l'atmosphère. Donc il n'y a pas d'atmosphère, il y a une très faible atmosphère sur Mars, parce qu'il est arraché par le vent solaire, et il n'est pas protégé par le bouclier magnétique. Il y avait de l'eau sur Mars, il y avait beaucoup d'eau. Alors les particules à haute énergie, ils ont cassé cette molécule d'eau. L'hydrogène, il va être libéré dans l'espace, et l'oxygène va tomber sur la surface du Mars, et comme ça, on a un sol rouge, très oxydé, Fe2O3, beaucoup d'oxygène. Donc, les gens qui cherchent l'eau, vous allez trouver quelques pontements qu'on trouve de l'eau, mais la majorité d'eau a été transformée en oxygène, d'ailleurs, il oxyde toute la planète, et l'hydrogène qui est libéré. Donc, cet impact, quand même, il a des effets positifs. Deuxième impact, vous savez, si vous regardez la planète Terre, il y a beaucoup d'eau par rapport aux autres planètes. Il y a donc, presque 70% de la surface est couverte d'eau. Mais les autres planètes, donc c'est quoi cette eau? Alors, beaucoup d'analyses, beaucoup de théories. L'analyse qui est double maintenant, c'est qu'il y a une comète. Une comète, c'est quoi? C'est la glace avec la poussière et les roches. Donc, elle est tombée après 600 millions d'années de la naissance de la Terre. On a des comètes qui ont tombé sur le sol terrestre. Ils ont libéré la glace, et ils ont même ramené la vie, les molécules organiques, et comme ça, on a plein d'eau. Les études scientifiques, ils confirment cette théorie, parce que les Américains, ils ont analysé en 2005 une comète. C'est quoi une comète? C'est beaucoup de H2O, c'est l'hydrocarbure, c'est la matière organique, et c'est des CO2. Donc, une comète tombe sur le sol, elle va libérer beaucoup d'eau. Et même des analyses chimiques, ils ont montré qu'il y a si vous voulez, une analogie entre l'eau des comètes et l'eau des océans. Et plus, en Australie, on a trouvé un minéral zircon. Zircon, c'est un minéral noble. C'est un minéral noble. Alors, dans ce zircon, on a trouvé qu'il y a l'oxygène 18 qui est formé avec de l'eau. Et l'âge de ce minéral, c'est 4,4 milliards d'années. 4 milliards 400 millions d'années. Donc, ce minéral-là montre qu'il y a l'eau liquide sur la planète Terre 4 milliards 400 millions d'années. C'est-à-dire 200 millions d'années après la formation, il y a plein de comètes qui sont tombées sur la Terre, ils ont libéré de l'eau liquide. La troisième collision, elle est la plus importante aussi, c'est un impact d'un astéroïde d'un diamètre de 15 km. Vous savez, il y a 65 millions d'années, 65 millions d'années, c'est Jurassique. Le Jurassique, il est connu par les dinosaures. L'expansion des dinosaures. Alors, on a à cette époque les dinosaures qui courent, qui sautent, qui nagent, qui volent. Donc, aucune espèce ne peut vivre avec eux. C'est un prédateur total. Donc, si vous voulez que la vie commence et l'homme apparaît, il faut se débarrasser de ce monstre. Alors, effectivement, il y a un astéroïde de 15 km est tombé sur le golfe de Mexique. Le golfe de Mexique, dans la partie appelée Chicxulub, donc on a un cratère par les études géophysiques, magnétiques et électriques, et on a trouvé le cratère d'impact. Et l'âge coïncide bien avec l'âge de l'impact. Et on a l'éjecta, lorsqu'on lit l'impact, il y a plein d'éjectats, on a trouvé tout autour l'éjecta de cette partie-là. Donc, il y a un cratère, 65 millions d'années, et lorsqu'on analyse la disparition des dinosaures, 65 millions aussi d'années. Donc ça coïncide bien que peut-être que ces monstres ont été disparus par une collision. Pour confirmer encore plus cette théorie, on a une couche dans le monde entier. On a une couche d'argile noire riche en éléments iridium. Iridium, c'est un élément chimique qu'on trouve dans les astres, on ne trouve pas dans la Terre. Les astres, il y a sur la Terre. Donc, une couche d'argile noire riche en iridium, il explique qu'il y a un impact, il y a beaucoup de poussière, riche en éléments chimiques des autres astres, et à un moment donné, cette poussière va descendre doucement, et on a cette couche. Là, c'est 65 millions d'années. On a trouvé que toutes les choses sont 65 millions d'années. On a trouvé les quartz choqués, 65 millions d'années, qui montrent un impact très important. Les tétectites, ce sont des roches terrestres transformées par l'impact. Ils ont le même âge. Tout cela explique qu'on a un impact.
Alors, il y a un bac qui, si vous avez le diamètre du cratère d'impact, vous pouvez avoir une estimation sur l'énergie. Alors, pour l'énergie, on ne va pas utiliser le joule, on va utiliser bombe Hiroshima, parce que c'est beaucoup d'énergie. Alors, l'énergie nécessaire pour former le cratère Cheikh Philippe, c'est 10 à la puissance 9 bombes Hiroshima. Milliard, Dial Konbola, Hiroshima. 15 km. Il y a des blocs de centaines de kilomètres par heure. Donc, un bloc de 15 km, il a libéré l'énergie de 10 à la puissance 9. 1 milliard de bombes Hiroshima qui explosent en même temps. C'est infernal. Alors, donc ça, il a entraîné, lorsqu'on a cette explosion, la température va être élevée très rapidement. Le feu partout, toutes les forêts vont être brûlées. Et donc, tous les animaux, si vous voulez, thermophiles, ils vont mourir. Les animaux qui vont plutôt thermophobes. Alors, à un moment donné, vous avez beaucoup de poussière, hein, et on n'aura plus le rayon de soleil sur le sol terrestre, la température va diminuer. C'est une glaciation. Cette glaciation, elle peut aller des jours, des semaines, jusqu'à des mois. Or, s'il y a pas de... C'est l'obscurité. L'île, elle a tellement la poussière qui est là, je sais qu'on a un volcan. Un volcan, il a craché un peu de cendre, on a un petit volcan. Alors là, c'est beaucoup de poussière, donc on n'aura plus les rayons solaires. Qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas de soleil, vous n'avez pas de végétaux, c'est photosynthèse. Les animaux qui mangent, les herbivores, ils vont être tués. Voilà, vous avez cassé le cycle alimentaire. Hein? Donc les carnivores, ils vont mourir, et comme ça, ils vont rester seulement les petits animaux, les pousseurs, et les animaux qui habitent à l'intérieur de la Terre. Alors c'est comme ça, vous avez le choix. Comme je disais au début, soit vous laissez ces animaux-là, qui sont prédateurs de la Terre, soit vous les anéantissez pour laisser une vie intelligente comme nous vivre dans cette terre. La troisième, rapidement, le Maroc aussi. Si vous posez la question, est-ce qu'on a... Le Maroc était impacté? Oui, il a été impacté. On a trouvé une météorite à Imilchik. Même, j'ai trouvé la même météorite à Poznan, en Pologne. Ils ont le même météorite, donc d'autres météorites, ils sont partout. Et l'explication avec des scientifiques, on travaille avec des franco-italiens, on a trouvé que le Maroc aussi a été impacté. 35 000 ans, 40 000 ans, a été impacté par un astéroïde de fer de 100 mètres, 120 mètres de diamètre. Et là, on voit le troisième cratère d'impact, il est un peu caché, on a fait la géophysique et on a fait sortir un cratère d'impact qui est caché par des sédiments. Donc c'est l'impact cratère de Agoudel. On a essayé de faire la même chose pour Cheikh Philippe. Et on a utilisé le même diagramme. On a trouvé pour la formation de ce cratère, un seul cratère d'impact, il faut 50 bombes Hiroshima. Donc, un seul cratère, 50 bombes Hiroshima, 35 000 ans, il y a l'homme, hein. Il y a l'industrie lithique. L'homme, il vivait au Maroc. Et non, les pauvres, sûrement, ils ont été mis entiers en Atlas central. Donc, on a au Maroc, on a 3 cratères d'impact maintenant. Un, ils sont valables, ça y est, mais 2, ils sont encore en étude. Alors, est-ce qu'il y aura un impact au futur? Lorsque vous demandez, vous regardez les films documentaires scientifiques, hein, lorsque vous demandez à un astrophysicien, il va dire, ne me demandez pas est-ce qu'il y aura, vous me demandez quand il y aura un impact. Tous les scientifiques qui travaillent dans ce domaine, ils sont sûrs et certains qu'il y aura un impact. Hein, il y aura un impact. Il y a plein d'objets qui courent, qui tournent autour de notre tête. Alors, donc, il y a, comme je dis, il y a les astéroïdes méchants. Apophis, c'est parmi les astéroïdes méchants. On appelle géocroiseur, même on peut appeler géotueur. C'est-à-dire, il y a une probabilité pour toucher la Terre. Lorsqu'on va calculer, on va trouver qu'il y a une probabilité pour toucher la Terre, on l'appelle géotueur. Alors donc, le 9 janvier 2013, il est passé à 14 millions de kilomètres de la Terre. 14 millions de kilomètres, c'est rien. Hein, relativement au système solaire, c'est rien. Il a passé à côté de la Terre. Alors, donc, c'est un astéroïde qui tourne, qui a une période de 7 ans. Donc,
peu d'informations sur le apophyse. Le nom scientifique, c'est 2004, MM4. 2004, c'est l'année où on a trouvé ce monstre. Alors, c'est 320 mètres. 320 mètres, c'est pas facile. Hein. Et constitué de fer, c'est un morceau de fer, et une masse d'environ 27 millions de tonnes. C'est 20 millions de tonnes, donc c'est très dangereux. Alors, donc il est suivi. Apophyse, il y a plein de laboratoires qui suivent cet astéroïde. Et alors, on va attendre son trajectoire en 2029. En 2029, il va passer entre la Terre et les satellites artificiels. Satellite Mohamed Sadis 1, hein, il a le même orbite, les satellites ont le même orbite. Hein. Donc il va passer entre cette satellite et la Terre. Donc, il va être observé à l'œil nu, un jour, en 2029. Alors en 2029, s'il ce passe par une partie appelée trou de serrure, après 7 ans, il va heurter la Terre. S'il passe en dehors de ce trou-là, nous sommes sauvés. Il va passer à côté. 7 ans après, c'est-à-dire en 2036, il va passer à côté de la Terre, mais il ne va pas la toucher. Mais s'il passe dans ce trou, 7 ans après, ça sera en 2029, donc en 2036, il va heurter la Terre. Et lorsqu'on a fait le calcul, on a trouvé le jour, c'est le 13 avril, c'est un vendredi, 13 avril 2036. Ne sais pas quand le vendredi 13, peut-être un vendredi. Alors, donc, s'il passe par ce trou-là, voilà les zones risquées. Hein, il y a une agence qui travaille ça, c'est une fondation B620, c'est le risque majeur, on appelle ça risque majeur. Alors, s'il passe, son trajectoire, c'est ça. Voilà les pays qui sont risqués, et la Mauritanie parmi eux. Que dit Mauritanie? Dit le Maroc. Alors, s'il tombe dans l'océan, c'est grave aussi. Hein, on aura de raz-de-marée, on aura des problèmes, beaucoup de problèmes plus que... Donc, il y a un risque, et voilà. Donc, plein de laboratoires, beaucoup d'argent, hein, plein de laboratoires qui travaillent sur ce domaine, ils pensent comment défendre la Terre. Miroir gonflante. C'est-à-dire, il y a des gens, des laboratoires qui pensent qu'on va capter le vent solaire, et on va mettre des miroirs, et on va pousser avec ce vent solaire les astéroïdes. Les autres, ils parlent de bombardement nucléaire. Vous avez vu un film, hein? Il est repassé encore. Hein? Donc c'est un film, c'est une personne, un acteur qui est sur un astéroïde, et il a fait un trou, il a fait les bombes nucléaires. Mais c'est dangereux. Il n'est pas accepté par les scientifiques, parce que c'est très dangereux. Si vous recevez, au lieu de recevoir un seul bloc, vous recevez des milliers de blocs. Mais ça, c'est plus dangereux. Si vous n'avez pas de la chance, chaque bloc tombe sur une capitale, voilà. Donc, échec est mal. Donc, il n'est pas accepté. Ce qui est accepté, c'est les lasers. On a maintenant, les scientifiques essayent de pousser dans ce domaine, laser, ou tracteur gravitationnel. Donc, ce laboratoire, il a déjà commencé à travailler. C'est quoi un tracteur gravitationnel? Je vais un schéma. Donc là, j'ai les lasers, donc les lasers qui vont protéger la Terre pour pousser, ou tracteur gravitationnel, c'est une solution maintenant acceptée, si vous voulez. C'est un remorqueur gravitationnel ionique. Hein? Donc c'est nucléaire, et il va pousser, il suffit de pousser Apophyse de quelques mètres, ça y est, il n'est plus sur son orbite, donc il va rater la Terre, il ne va pas toucher la Terre. Donc c'est là, les gens travaillent dans ce domaine-là pour pousser un petit peu par des tracteurs ioniques, juste pour pousser 4-5 mètres de son orbite, et voilà, la Terre elle va être protégée. Et merci. شكرا للاستاذ إلهي على هذا العرض العلمي الشيق بفائده الحضور الكريم. اذا الان اعطي الكلمه للحضور في اطار مداخلات. حدوا التوقيت ديالهم.
اللي غتكون في دقيقه لان باقي لنا موعد مع زياره للمتحف اللي عطينا الاستاذ بعض الشروحات حوله. غنديروا لنا مداخلات. Trois questions. Et si vous avez des questions, on va le faire dans le musée. En regardant les morceaux d'astéroïdes et vous posez vos questions. C'est bon? Alors, trois questions. On accepte. المداخلة الثانية. المداخلة الثالثة. الاسم؟ ياسين. الاسم؟ عماد. غنكتفيو بهذه بعض المداخلات. نرجو من الإخوان ما تجاوزوش دقيقة ونص. الله يعطيكم الخير. راه باقي عندنا موعد. Les nomades de du Maroc, ils identifient les météorites, donc on peut savoir si on a des météorites, si on a des cratères d'impact ou non. D'autres pays, ils ne savent pas les météorites, ils ne savent pas les cratères d'impact, ils ne vont pas identifier, et comme ça on dit voilà, c'est au Maroc. J'ajoute pour cette question, vous parlez de... Voilà, votre question c'était pourquoi on compte sur le mer et le désert. C'est question de superficie. La superficie des mers et des déserts, elle est très très importante. Pourquoi pas les villes? Les villes ne représentent que 3% de la superficie de la Terre. Et ils ne représentent que, que 1% sur les terres émergées. D'accord? Donc c'est 1%, c'est question de probabilité. Ma question à propos de ce qu'on appelle les étoiles filantes qu'on voit pendant la nuit. Est-ce que ça fait partie des météorites et des astéroïdes? Et aussi, une deuxième question, on entend parfois de la pluie, des pluies rocheuses. Est-ce que ça aussi fait partie des astéroïdes? Alors, donc les étoiles filantes. Les étoiles filantes, هو داك الضوء اللي كنشوفو في الباديه. كنا في الباديه كانوا في الليل كيبان لنا الضوء نزل هكا. C'est les étoiles filantes chez vous. Les étoiles filantes, ce sont des morceaux de petits rochers. C'est des graviers. En géologie, on dit gravier. Un gravier, c'est quelques centimètres. Alors, si la taille de météorite est grande, 1 kg, entre 1 et 5 kg, on aura fireball, on aura coronaria. S'il dépasse comme les astéroïdes, vous aurez un bolide. Donc les étoiles filantes, lorsqu'on a des petits météorites, la majorité des étoiles filantes, il n'arrive pas, hein, si vous faites attention, il y a une étoile filante qui naît, et si vous suivez, à un moment-là, il disparaît. Parce qu'il n'y a pas assez de matériaux pour traverser l'atmosphère. Donc il va disparaître avant d'arriver. Pluie de météorites, c'est une très bonne question. La météorite, lorsqu'il entre dans l'atmosphère, déjà elle est choquée, elle est entrée en collision en haut, elle est fragilisée, et au moment qu'il entre dans l'atmosphère, certaines météorites, certaines roches, ils ne supportent pas cette entrée. Et ils vont être divisés en plusieurs morceaux, et comme ça, on aura une pluie de météorites. Au lieu d'une seule météorite, on aura des centaines, parfois des milliers. Donc des milliers de roches, hein, des étoiles filantes qui arrivent, et on a une vitrine qui représente une étoile filante de Mauritanie, Pacyclon. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer une vitrine avec une pluie de météorites de Pacyclon en Mauritanie qui est tombée en 2012. Merci, monsieur, pour cette fameuse présentation. J'ai deux questions. La première question, est-ce qu'on peut voir pour l'avenir la formation d'une planète par le regroupement des astéroïdes qui forment la ceinture d'astéroïdes? La deuxième question, il y a un certain nombre de chercheurs qui disent que la formation du Tesla
est formé principalement par le fondement des masses rocheuses donc, de l'Atlas central. Merci. Alors, merci pour cette question. Alors là, la ceinture d'astéroïdes, elle est là. Elle est 4 milliards, elle est là, elle va rester comme ça. Il n'y aura pas de regroupement. L'équilibre, elle est là maintenant. Elle est en équilibre. Hein? L'équilibre veut qu'il n'y aura pas une agglomération de ces roches. Peut-être qu'il y a formation d'autres poussières. Si vous regardez Saturne, à Saturne, vous avez des disques de Saturne. Ça, ce sont des lunes en formation. C'est la poussière. Hein? Avec le temps, il y aura une lune. Tandis que pour la ceinture d'astéroïdes, non. Il ne regroupera jamais. Sauf s'il y a changement d'équilibre. À ce moment-là, les forces gravitationnelles vont changer. À ce moment-là, peut-être. Mais à cet équilibre-là, il n'y aura pas une planète entre Jupiter et Mars. On aura une ceinture d'astéroïdes et le danger, il va rester comme ça. Pour les cratères d'impact Emission, donc c'est nous qu'on a trouvé ça. On a fait plusieurs articles. Alors, la recherche scientifique, c'est comme ça. Un laboratoire, 2 ou 3 laboratoires, ils vont trouver quelque chose. Les autres labos, ils vont vérifier. Alors nous, on a une vitrine qui explique Emission. On a trouvé des chatrons, on a trouvé des brèches d'impact, on a trouvé les météorites. Donc, on a un étudiant installé par monsieur Nachet qui fait sa thèse. Un groupe italien, ils ont installé 2 étudiants sur Emission pour finaliser. La recherche n'est pas encore finie. Les gens de Marrakech et les Allemands, les Russes, ils disent que ce sont des karstes. Hein, c'est ces dolines. C'est lorsqu'on a un trou et il y a l'effondrement de doigts. Nous, on dit non, ce n'est pas sont des dolines. On a des critères, ce sont des cratères d'impact. Et comme ça, avec le temps, hein, on va voir. Si on trouve plus d'arguments, les gens vont accepter. Si on ne trouve pas plus d'arguments, il va rester comme ça jusqu'à qu'il vienne quelqu'un qui trouve un argument pour appuyer que. Donc, la région Emission, elle était impactée. Hein? Il y a 3 cratères d'impact. À Gouden, ça y est, le monde entier, donc il est rentré dans la database des cratères d'impact. Vous regardez, cratères d'impact, database, vous avez tous les cratères du monde, 188. Il y est, hein, à Gouden. À 20 km au sud, on a Islit. Ils ne sont pas encore acceptés. Il faut plus d'arguments. Comprenez? Ça, c'est scientifique, c'est comme ça.